Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on va travailler la partie technique de test, surtout la partie de technique boîte noire. Là, vous savez, au niveau de la partie test noir, c'est sûr que vous allez trouver des questions au niveau de l'examen STQB. C'est pour cela que je voulais retravailler avec vous cette partie. Les tests techniques de boîte noire, c'est lorsqu'on parle de l'un de ces tests qui sont mentionnés là. C'est les partitions d'équivalence, analyse des valeurs limites, test par table de décision, transition d'état et test de cas d'utilisation. Là, la partition d'équivalence, là, vous allez trouver des valeurs au niveau des valeurs qu'on le trouve de chaque partition. Là, parfois, l'énoncé va vous dire comme quoi, il y a une prime, par exemple, entre 0 et 2 ans au niveau d'expérience, entre 2 ans et 5 ans, il y a une valeur, entre 5 ans, si vous avez plus que 5 ans d'expérience, vous avez ça, et du coup, c'est là, on travaille, on peut tirer des valeurs, et c'est là, c'est les partitions d'équivalence, c'est-à-dire au niveau de chaque partition, on va voir des valeurs. La partie analyse des valeurs limites. Par exemple, vous avez l'exemple de l'âge. Il va vous parler par exemple entre 1900 et 2004. Là, vous allez tirer les valeurs entre ces deux dates, entre 1900 et entre 2004. Vous allez trouver les valeurs, les limites. Et là, test par table de décision. Les tests par table de décision, c'est les tableaux que vous allez voir où il y a des vrais, faux, vrai. Par la suite, on peut supprimer les lignes où ils ont le même résultat. Par la suite, la transition d'état. La transition d'état, ce sont des états, des schémas où on va voir ça. Ce sont des états et par la suite, il peut vous demander combien on a pour couvrir d'états, combien on peut avoir de cas de test, pour couvrir toutes les transitions, combien on a des cas de test. C'est ça. Et les cas d'utilisation, si vous avez déjà travaillé avec UML, si vous avez des représentations sous forme d'UML, c'est là où on parle des tests de cas d'utilisation. Et là aussi, maintenant, vous allez voir, vous allez travailler par la suite. Ça, c'est aussi très utilisé au niveau de la qualité logicielle. Vous allez utiliser des use cases. Là, on va voir ça en détail. Là, la partition d'équivalence, pour les partitions d'équivalence, les entrées d'un logiciel ou système sont divisées en groupes qui doivent montrer un comportement similaire. De ce fait, ils auront un traitement identique. Les partitions ou classes d'équivalence peuvent être trouvées pour des colonnes valides, c'est-à-dire des données qui devraient être acceptées, aussi pour des données qui ne sont pas valides, qui sont invalides, qui devraient être rejetées. Là, pour vous donner l'exemple pour une partition d'équivalence, prenez toujours comme cas, il y a au niveau de l'énoncé, comme quoi ça peut qu'il y a 3 partitions ou 4, et à chaque partition, vous devez tirer des valeurs. Des tests peuvent être conçus pour couvrir toutes les partitions valides et invalides. Chaque partition doit être testée individuellement, valide ou invalide. Là, il y a beaucoup de théories parce que ça peut qu'ils vous proposent des questions de genre qu'est-ce qu'on peut tester, qu'est-ce qu'on peut choisir au niveau des techniques, par exemple, de partition d'équivalence. Est-ce qu'on choisit que les partitions valides? Est-ce qu'on choisit que les partitions invalides? Là, vous devez choisir, par exemple, la ligne où il y a mentionné, où on doit sélectionner les partitions valides et les partitions invalides. Les partitions d'équivalence sont applicables à tous les niveaux de test. D'accord? Si vous avez aussi ça, vous devez le retenir. Vous allez l'utiliser à tous les niveaux de test. Lorsqu'on parle des niveaux de test, c'est les tests d'acceptation fonctionnelle, d'intégration et unitaire. Là, voici par exemple, le premier exercice, c'est la température d'eau peut varier de moins 40 plus 100 degrés. En dessous de 0 degré Celsius, le système met en route le chauffage antigel. Au-dessus de 30 degrés Celsius, le système met en route le refroidissement. Là, déjà, on doit repartir ça sur 3. Là, de mentionner, je fais...
Là, par exemple, il nous a dit, j'essaie de, pardon, il nous parle ici de moins 40 et de 100 degrés. Et là, autre chose, en dessous de 0, le système met en route le chauffage. Au-dessus, le système. Du coup, là, on peut choisir 3 valeurs, mais 3 valeurs et qui doivent être entre ces valeurs, entre ces partitions. C'est-à-dire, là maintenant, il y a moins 40, il y a 100. Et il y a maintenant le deuxième, c'est quand en dessous de 0, le système met en route le chauffage. C'est-à-dire, entre moins 40, entre moins 40 et 0, ça c'est une partition. D'accord? Entre 0 et 30, c'est une partition. Et entre 30 plus 100, c'est une partition. D'accord? Déjà là maintenant, on va les faire sur 3. Du coup, maintenant, on a la première partition, c'est moins 40 jusqu'au 0. La deuxième partition, c'est 0 et 30. La troisième partition, c'est 30 et 100. Du coup, dans la partition d'équivalence, vous avez le droit de choisir valeur qui est entre cet intervalle. Entre, par exemple, moins 40 et 0, vous pouvez choisir, par exemple, moins 30, moins 20, moins 15. Vous avez le droit de choisir n'importe quelle valeur, mais qui soit dans cet intervalle. Là, par la suite, entre 0 et 30, vous pouvez choisir la valeur que vous voulez. Par exemple, 1 degré, bon, 29 degrés, 20 degrés, quand vous voulez. Et aussi à la troisième partition, c'est le même principe. Là, du coup, pour retenir au niveau de les partitions d'équivalence, si vous avez la question, il faut déjà faire la partition, vos partitions, si vous avez 3 ou 4, et sur chaque partition, vous devez choisir une valeur qui est dans le périmètre, ce périmètre. Par exemple, je vous dis les tranches d'âge, entre 10 et 20, entre 20 et 30, entre 30 et 60, mais là, je vous donne au niveau des réponses 12, 15. Là, vous devez savoir est-ce que ces valeurs, ils sont dans les partitions ou pas. S'ils sont dans les partitions, vous pouvez la cocher. Si vous voyez qu'il y a au niveau d'une question, qu'il y a une valeur qui n'est pas dans une partition, vous allez déduire automatiquement comme quoi ce n'est pas la bonne réponse. Là, maintenant, on passe aux analyses des valeurs limites. Le comportement au bord de chaque partition d'équivalence risque plus d'être incorrect qu'à l'intérieur. Les valeurs maximum et minimum d'une partition sont ces valeurs limites. D'accord? Une valeur limite pour une partition valide est une valeur limite valide. La limite d'une partition invalide est une valeur limite invalide. Des tests peuvent être conçus pour couvrir les valeurs limites valides et invalides. Quand les cas de test sont conçus, une valeur de chaque limite est sélectionnée pour un test. L'analyse des valeurs limites peut être appliquée à tous les niveaux de test. Là, lorsqu'on parle de valeurs limites, comme je donnais tout à l'heure l'exemple par exemple, on va voir l'âge entre 1900 et 2004. D'accord? Normalement, on va choisir 1900 et la valeur juste avant de 1900 et la valeur juste après de 1900. Et ainsi de suite, pour la partition se termine en 2004, on va choisir 2004, la valeur qui est moins de 2004 qui est 2003, la valeur qui est plus de 2004 qui est 2005. Je ne sais pas si c'est clair. Si ce n'est pas clair, je peux vous réexpliquer. Il n'y a pas de problème. Comme on a dit, par exemple, entre 1900 et là, par exemple, 2004. Qu'est-ce qu'on doit choisir au niveau des partitions? Déjà, on a ces valeurs. On a les valeurs limites. Valeur limite, on doit choisir la valeur qui est aussi avant cette date, qui est 1899. Et là, juste la valeur qui est juste après ça, qui est 1901. Et là, c'est aussi la même chose.
c'est pour lorsque vous passez la certification STQB, vous aurez une sorte de où vous pouvez noter les valeurs. Vous avez comme quoi vous faites vos calculs. Parfois, ils vous donnent déjà de valeurs. Ils vous demandent combien de valeurs, par exemple, on peut rajouter. Par exemple, au niveau de cet énoncé, je dis l'âge entre 1900 et 2004. Ça, c'est juste un exemple. C'est ça. Vous allez noter 1900. Vous allez noter 2004. Ça implique pas qu'à l'âge. On peut donner, par exemple, les primes, peu importe l'exemple. Et là, vous allez choisir les deux valeurs. Avant, après. Avant, après. Et là, vous avez ces 6 valeurs. Ça peut qu'elle vous donne comme quoi on a choisi 2003 et 1901. Il vous demande combien il nous reste de valeurs. Vous allez mentionner ces valeurs. Du coup, vous dites, hein, il nous reste 4 valeurs. Parce qu'ils ont déjà choisi ces deux. Du coup, il nous reste 4. Là, la température peut varier de moins 40 à plus 100. En dessous de 0, le système met en route le chauffage. Au-dessus de 30 degrés, le système met en route le refroidissement. Là, c'est comme on a maintenant 3 partitions. On a comme tout à l'heure 3 partitions et on doit chercher les... On a dit moins 40. On a dit 0. On a dit 30 et on a dit 100. Ici, il y a quoi? Il y a moins 41, moins 40, moins 39. 0, il y a quoi? C'est la même chose. Et là, vous allez mentionner les valeurs que vous devez avoir. Et par la suite, vous enlevez. C'est ça. C'est juste, vous allez choisir les valeurs de limite de chaque partition. Là, on va parler de tests par table de décision. Les tables de décision sont une bonne façon de capturer les exigences système contenant des conditions logiques. Ils peuvent être utilisés pour enregistrer les règles de gestion. Lors de la création des tables de décision, la spécification est analysée. D'accord? Du coup, pour les tables de décision, c'est à partir de la spécification. Les actions et conditions du système sont identifiées. Les conditions d'entrée et les conditions sont souvent décrites de façon à ce qu'elles puissent être soit variées, soit fausses. Les tables de décision contiennent les conditions de déclenchement, souvent des combinaisons de vrai et faux pour toutes les conditions d'entrée et sur les actions résultant pour chaque combinaison de conditions. Là, on prend l'exemple. Dans une université, le système autorise les étudiants à utiliser de l'espace disque en fonction de leur projet. S'ils utilisent tout leur espace alloué, ils sont autorisés en accès restreint. Ils peuvent lire et supprimer les fichiers, mais pas en créer. Ils doivent toutefois être connectés avec leur identifiant et leur mot de passe. Là, comme c'est une table de décision, on va faire vrai, faux, faux. C'est le cas. On va faire, par exemple, est-ce qu'ils ont la possibilité de lire les fichiers? Suppression. Là, vous allez mentionner comme quoi c'est un vrai. Par exemple, s'ils ont l'espace disque. Par exemple, s'ils ont l'espace disque. Vrai. Espace disque, ok. Là, on va faire vrai. Lire. Est-ce qu'ils ont la possibilité de lire les fichiers? Vrai. Et là, le résultat de, par exemple ici, si c'est vrai, faux. Normalement, c'est faux. Si on va mentionner un résultat.
Ici, vrai, vrai. Ici, c'est vrai. Et là, l'espace disque, il peut lire les fichiers, c'est vrai. Et là, l'espace disque, il peut lire les fichiers faux. Non, non, c'est faux. Parce que normalement, il a la possibilité. Et là, parfois, lorsque vous allez trouver qu'il y a de la réponse de la même manière, par exemple, vous allez rajouter aussi ici la suppression de fichiers. S'ils ont le même résultat, vous pouvez supprimer une ligne. Par exemple, je dis juste n'importe quoi. Vous avez F. Normalement ici, vrai, faux. Il nous reste vrai et oui. Et là, normalement, faux, faux, c'est faux. Et faux et vrai, c'est faux. Du coup, comme ça, comme celle-là, préférence, je pense que je dessine pour vous au tableau. Comme ça va être mieux. Vous avez vrai, vrai, vrai. C'est un faux, c'est un vrai. Vous avez un vrai et vous avez un faux. C'est faux. Hein? Vous avez un faux. Ici, faux, c'est-à-dire vous n'avez pas l'espace disque. Comme ça, très simple, vous le voir. Vous n'avez pas l'espace disque. D'accord? Et vous n'avez pas le droit du coup, vous n'avez pas la possibilité de lire les fichiers. C'est faux. Vous n'avez pas le droit vous n'avez pas l'espace disque. Et vous avez le droit de faire lire le fichier. C'est pas correct. Du coup, c'est faux. Et là, on va voir qu'en quoi il y a deux qui amènent au même résultat. Qu'ils ont le même résultat. Ça, par exemple, 3. Ils ont le même résultat. Du coup, on doit supprimer. On garde que qui est différent à celle-là. Ce qui est différent à celle-là, c'est celle-là. Du coup, on garde que 2 avec chacune un résultat différent. D'accord? Là, on avait 3 pour recommencer. On avait 3 qui ont la même résultat. Du coup, on a pris la décision de supprimer et de garder comme ça pour garder juste qu'il y ait un résultat différent de celle-là. Mais là, lorsqu'on voit celle-là et celle-là, ils sont pareils. Du coup, on va les supprimer et on garde que celle-là qu'on n'a pas abordé ici. Comme on n'a pas abordé ici le faux, on va l'aborder ici. Et du coup, on supprime ça. On supprime ça. On peut garder ces deux. Ça s'implique aussi s'il y a un énoncé de 6 ou 5 ou tout ça. Parfois, ils vous demandent c'est quoi, c'est quelle ligne qui n'est pas nécessaire. Par exemple, ici, vous avez D4, D5, D6. Il peut vous demander, vous allez nous dire comme quoi on va supprimer celle-là et on va supprimer celle-là. Mais vous êtes basé sur quoi? On doit garder deux résultats différents. Du coup, c'est l'un de ces trois qui va être supprimé, qui va être gardé. Du coup, on va supprimer 2. Mais on se basait sur quoi? Là, c'est là où ils sont différents. Ici, on a déjà évoqué le vrai. Ici, on a déjà évoqué vrai. Mais ça, on ne l'a jamais testé. Du coup, on va garder ça. On va supprimer ces 2.